Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG. Beaucoup de changements ont été constatés dans notre ville, notamment sur le quartier de Teltow et du centre. Nous sommes revenus sur ce sujet pour suivre l'avancement de ce grand projet. Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire quelle est l'origine de ce projet? Alors l'origine du projet, comme souvent dans les projets communaux, on part d'une situation difficile, d'un mal-être et on essaie de trouver des solutions à des difficultés. Et la particularité du quartier de Teltow, c'était que d'abord les gens qui y vivaient avaient l'impression que les autres ne voulaient pas venir les rencontrer. Et puis les gens qui vivaient autour n'avaient pas envie de traverser ce quartier parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'y étaient pas en sécurité. Et la géographie voulait que le quartier de Teltow soit le quartier de centre-ville autour duquel il y avait tous les équipements publics. Donc on a travaillé avec les habitants du quartier sur qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour améliorer leur vie quotidienne, améliorer leur logement, améliorer leur environnement, et comment on allait pouvoir agir pour que les gens extérieurs aient une autre image du quartier et aient envie de le traverser parce que c'était le chemin le plus court pour accéder aux services publics qui étaient tout autour du quartier. Donc dans la démarche, on a fait une démarche de démocratie participative, peut-être avant l'heure, avant que les hommes politiques nationaux commencent à dire que c'était la meilleure méthode de gestion, et on a développé un concept qui est devenu un concept partagé par tous au niveau national, qui était la maîtrise d'usage. C'est-à-dire que les habitants devaient être informés et formés pour pouvoir prendre les décisions concernant leur quartier en matière d'urbanisme et d'aménagement de leur territoire. Et quelles sont les étapes à suivre pour mener à bien un tel projet ? Alors au niveau des étapes, on avait déposé notre dossier qui avait pris un périmètre un peu plus grand d'ailleurs que le quartier lui-même, puisqu'on allait jusqu'à l'église. On avait intégré la place commerciale et on avait intégré aussi l'habitat, puisque les gens, la première réaction qu'ils avaient eue, c'était de dire dans nos logements, la vie n'est pas bonne, ils ne sont pas de qualité, les salles de bain sont dégradées. Et donc on a eu, en attendant que l'État soutienne notre dossier, Habitat 76 a rénové les logements. Ça a été une étape importante parce que les gens ont vu qu'on s'occupait d'eux, même s'il n'y avait pas toutes les réponses, mais au moins on s'occupait d'eux. Et puis après, on a eu l'acceptation du financement de notre dossier. Et donc là, on a pu passer à l'amélioration des espaces extérieurs et à la construction des bâtiments supplémentaires qui étaient prévus dans le projet. Je rappelle qu'à l'origine, il y avait un local jeune, un local tertiaire. Un local tertiaire, ça veut dire qu'on amenait des entreprises au cœur du quartier, des entreprises tertiaires, qui ne viendraient pas forcément d'elles-mêmes dans des quartiers populaires. Et puis il y a aussi un service public qui doit se mettre dans le quartier, qui était l'école de musique. Alors je le mets au passé parce que cette notion d'école de musique, elle est toujours posée. Elle a toujours été posée, la question de l'école de musique, parce que c'était la cerise sur le gâteau. Alors il y a toujours la question de la cerise, quoi. À quel moment on la met, voilà. Et l'autre étape, c'était aussi de travailler avec les commerçants, dossiers sensibles, parce qu'il fallait convaincre que dans ce projet de renouvellement, on puisse aussi refaire la cité commerciale. Alors pourquoi refaire la cité commerciale? D'abord parce qu'elle vieillit, et puis c'est une structure métallique, c'est une structure de cité, et c'est pas péjoratif comme je dis ça, mais c'est pas une cité commerciale de centre-ville comme on a l'habitude de les connaître. Et donc on profite de ce projet pour dire on remet notre ville avec un centre-ville, comme il y avait jadis, chacun se rappelle du boucher, du boulanger, etc. Nous on va remettre un petit peu ces magasins sous des logements comme on trouve dans toutes les villes de France. Et comment a-t-il été financé? Quel est le coût global de ce projet? Donc le financement, il y a une partie de l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'ANRU, c'est l'État qui apporte son financement, une partie importante de la région et du département, et puis la partie la plus importante, ça n'étonnera personne, c'est la commune qui prend à sa charge une partie des aménagements extérieurs et des équipements publics, et avec un financement très important de la commune sur les commerçants, puisque pour le projet des commerçants, il faut que l'on arrive à ce qu'ils déménagent sans que ça leur coûte. C'était une des conditions d'acceptation pour eux du projet et d'engagement dans le projet. Et étant donné la situation financière de la ville, est-ce que ce projet est encore réalisable? Alors l'avenir du projet, c'est 2013 va être utilisé pour terminer la déclaration d'utilité publique, de manière à ce qu'il n'y ait pas de blocage de personnes sur ce projet.
Et puis on va démarrer les travaux de cet ensemble en 2014 avec là aussi des étapes. Il va falloir commencer à construire les bâtiments nouveaux et les nouveaux commerces, faire déménager les commerces, travailler à la destruction des anciens et puis aménager à l'issue de ça la place du village. Moi j'aime bien dire ça, remettre l'église au milieu du village. Vous allez voir, ça va donner cette impression-là qu'on a avancé l'église alors qu'en fait c'est une question d'aménagement, mais on va la retrouver au milieu du village. Et puis il y a toujours une question posée, je l'ai dit à plusieurs reprises, on a longtemps hésité financièrement à faire l'école de musique. Alors, comme les choses bougent tout le temps, on a poussé le projet jusqu'au bout. Il se peut qu'on suspende le projet en attendant des jours meilleurs, à la fois sur les financements bancaires, à la fois sur les financements d'État, sur les financements régionaux et départementaux, et sur la situation de la commune. Donc c'est vraiment le dossier qui à chaque fois est retardé, est remis au goût du jour. Ça fait 3 ans qu'on est en train de se demander si on le fait. Sur plein de dossiers dans la ville, on s'est toujours tenu prêt. C'est-à-dire qu'on a réalisé des dossiers à chaque fois parce qu'on les avait sous le coude, on était prêt à les faire et la météo était meilleure au niveau financier et on a sorti les dossiers. Donc on fait pareil pour l'école de musique. Il est arrivé au bout, on est prêt à construire à tout moment, mais pour l'instant, côté financement, on ne les a pas et le budget n'est pas complet, donc il est difficile de dire à l'heure actuelle, on garantit la construction de l'école de musique. Mais ça va être une période un peu difficile parce qu'on va vivre 2014, année de chantier, mais comme à l'habitude, je pense que les services municipaux feront en sorte qu'il y ait le moins de nuisances possible, à la fois pour l'activité commerciale et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Sur notre plateau, Candice Leborgne, chargée d'opération au service patrimoine de la ville. Bonjour Candice. Bonjour Christine. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter ce projet? Alors le projet de Telto, c'est d'abord la réhabilitation de la partie nord du quartier qui s'est terminée l'année dernière. Et on va enchaîner sur la partie sud, à savoir la démolition puis la reconstruction du centre commercial. Beaucoup de logements ont été détruits, donc combien va-t-on en gagner au final? Au final, on va gagner 44 foyers sur le quartier de Telto. Et combien ont été détruits? 98 logements détruits. Au niveau des commerces, ça va bouger, le centre-ville va bouger, il va y avoir un pôle santé? Oui, alors au niveau du pôle santé, on va retrouver l'ensemble des professionnels de la santé du plateau de Gonfreville. On aura par exemple les médecins, les kinés ou encore les infirmières. On retrouvera nos commerces? Oui, alors actuellement sur le quartier de Telto, on a 9 commerces. Prochainement, on retrouvera ces mêmes 9 commerces et puis 2 ou 3 supplémentaires. Quand est-ce que vont démarrer ces travaux? Les travaux vont démarrer dans le milieu de l'année prochaine, donc on démarrera courant été 2013 pour terminer début 2015. Alors c'est le centre de la ville, c'est l'axe principal de circulation. Est-ce qu'il va y avoir des aménagements de prévus? Alors finalement, on va avoir une place complètement ouverte sur le centre-ville de Gonfreville, donc sur la mairie ou encore sur l'église. On va avoir une partie place du Colombier qui va regrouper des stationnements pour les personnes qui utilisent les commerces et puis une autre partie qui sera plutôt une grande place ouverte où on pourra retrouver des animations commerciales ou encore municipales. Merci beaucoup Candice. On ne manquera pas de suivre les travaux prochainement sur notre site ou sur le site de la ville. À présent, voici le portrait de 3 musiciens, un trio plus qu'énergique. Des Normands qui ont déjà fait plusieurs scènes dont la dernière n'était pas des moindres. Place au rythme électrique, aux enceintes qui vibrent. Musique! Des guitares hurlantes et un rythme endiablé, ce son n'est ni londonien ni new-yorkais. Il s'agit en fait d'un groupe bien de chez nous, puisqu'il vient de Gonfreville-Lorcher. Il y a eu une première mouture dans les années 2000-2001, et on a fonctionné à 4 pendant 2 ans, et Fredo est arrivé en 2003. Et nous sommes tous les 3 ensemble depuis l'été 2003, donc l'an prochain, une décennie à se supporter les uns les autres. Mais bon, c'est assez facile. Et c'est surtout une belle histoire. Voilà, donc moi je fais le chant, la guitare et je compose en grande partie les textes. La musique, on fait des jams, on répète, on tourne des suites d'accords et puis on crée les morceaux vraiment à 3. On les compose à 3 et ensuite, une fois que les morceaux au niveau musical sont créés, on fait les textes. Et principalement je les fais, mais il y a aussi Sylvain aussi qui en fait. Plus on évolue, plus on progresse et plus on en parle et plus on parle des thèmes aussi qu'on a envie d'aborder. L'avenir, déjà faire des concerts, nous notre but premier c'est vraiment de jouer devant du monde. On a, comme on dit, mangé du bar à gogo pendant les premières années d'Astonia.
on a réussi à avoir accès à des salles de scènes locales un peu plus importantes. Donc c'est sûr que derrière, on n'a pas envie de redescendre sur des scènes plus petites. Mais là est la difficulté, on arrive peut-être à un niveau où on est, on va dire, semi-professionnel parce qu'on arrive à faire des grosses dates et on arrive à bouger hors la scène maritime, mais en dehors de ça, c'est quand même très difficile de passer à l'étape supérieure. On est un peu entre deux eaux, quoi, entre le groupe amateur et le groupe professionnel. Et c'est là où c'est le plus difficile de surnager, de trouver des dates et essayer de faire vivre le groupe comme ça. Astonia est une formation résolument rock qui évolue dans un univers musical où s'expriment les influences de chacun, touchant d'un morceau à un autre des styles différents, maniant toujours la puissance, la mélodie et l'émotion, avec une identité musicale bien affirmée. Le mix de tout ça, on estime, on espère que ça donne le côté Astonia, c'est-à-dire un rock en français avec les influences de chacun. Et au fil des années, on a essayé de progresser par le biais d'enregistrements, par le biais de nouvelles compositions, par le biais d'albums. Et on a cheminé comme ça sur ces 9 ans passés avec quelques petits concerts dans les bars, avec des concerts un peu plus conséquents, avec des, entre guillemets, des hauts faits, parce qu'on a réussi à avoir des soirées assez extraordinaires, des belles rencontres. Et puis toujours cette passion qui nous a fait avancer. C'est très difficile aujourd'hui pour un groupe amateur comme le nôtre de trouver des dates parce qu'on n'a pas d'environnement professionnel, on n'a pas de tourneur, mais on essaie quand même de continuer à vivre et à présenter nos chansons au public. Quand il y a un retour positif, c'est vraiment du grand bonheur. Astonia devrait encore se produire un peu partout dans la région pour la promotion de son 4e album. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici au MAG. C'est une année chargée pour vous, la sortie de votre nouvel album, des scènes. Comment vous avez fait pour produire cet album ? Alors bonjour, oui, année chargée, année pleine de boulot pour nous, à vrai dire. Sortie d'album en autoproduction, donc ça nécessitait du temps. Il a fallu que on soit présent. Combien de temps à peu près au niveau de l'écriture, l'enregistrement ? Pour faire un album, c'est entre environ 6 mois, 1 an. Il y a d'abord la phase, comme on parlait d'autoproduction, c'était la phase d'avoir les fonds pour le faire. Ensuite, la phase composition, on répète, de trouver les titres qu'on va sélectionner pour mettre sur l'album. La phase studio où on enregistre les morceaux, puis la phase, on va dire, ce qui est un peu moins visible, mais le pressage, le mastering pour faire le produit final, quoi, le jour de l'instant. Vous avez fait un clip cette année, c'est une première pour vous ? Alors c'est un vieux rêve, comme tout musicien qui a un clip qui tourne à la télé, on s'est dit pourquoi pas nous, maintenant c'est peut-être un petit peu plus facile, un objectif à atteindre assez réalisable. Donc effectivement, cette année aussi, on en a profité pour la réalisation de ce clip. Et comment vous l'avez vécu ? Très bien, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Ça faisait longtemps qu'on avait cette idée-là et de pouvoir enfin le faire au bout du 4e album, voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant. Alors si on veut se procurer vos albums, où est-ce qu'on peut les trouver ? Donc l'album, il se trouve en numérique. Maintenant, c'est vrai qu'on est à l'ère du numérique. Oui. On peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc assez facilement téléchargeable, légalement, on va dire. Légalement, ouais. Et aussi à la FNAC, par exemple, dans les magasins spécialisés. Au niveau de l'avenir, il y a un nouvel album de prévu ? Il y a quelque chose ? Oui. On est sur 5 morceaux qu'on est en train de travailler et puis avant de le mettre sur disque. Donc, il nous reste encore pas mal d'années. Et la prochaine scène ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, prochaine scène, c'est d'ici 1 mois et demi, le 30 novembre, en région parisienne. On ne le retrouvera pas dans la région, parce qu'on n'a pas de scène programmée d'ici à la fin 2012. Donc 30 novembre à Cergy-Pontoise. Et là, on va partager la scène avec quelqu'un avec lequel on a déjà joué, avec lequel on a pris énormément de plaisir à jouer. Et c'est devenu vraiment quelqu'un de proche, on se sent proche de lui. Et c'est un plaisir. C'est Patrick Coutin, on se retrouve sur la même scène à Cergy-Pontoise,
avec un groupe de potes parisiens de Montreuil avec lequel on a déjà aussi partagé la scène sur Paris, sur Le Havre, qui à l'époque s'appelait Clamintis, maintenant s'appelle Silicon Taïga. Donc pour ceux qui sont dans la région, ils n'hésitent pas, hein. C'est à Éragny, le 30 novembre avec Coutin. C'est quelque chose de très très sympa. Et au niveau de la région, peut-être qu'on va pouvoir vous voir. Alors, c'est pour parler, il n'y a rien de signé pour le moment. Effectivement, il semblerait qu'avec Gonfreville, on ait trouvé une ouverture et une possibilité de faire quelque chose. Donc, regardez vos agendas culturels. Avec un peu de chance, Astonia pourrait apparaître dans les saisons à venir. C'est très gentil d'avoir accepté de nous parler un petit peu de cet album. Et on se retrouve au prochain alors. Oui, sans problème, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et tout de suite, le coup de cœur d'Odile. Et chez nous, c'est Odile qui en a la charge avec un outil bien particulier, le livre. Bonjour Odile. Bonjour Christine. Alors vous nous avez sélectionné 2 romans aujourd'hui. Le premier c'est Mapuche. Voilà, c'est ça, de Caril Ferret. C'est ce qu'on peut appeler un auteur voyageur. Il nous a emmenés déjà en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et là maintenant, il nous propose un thriller qui se déroule en Argentine. Alors il y a 2 personnages principaux. Oui, alors il y a Jana, qui est effectivement Mapuche, c'est-à-dire c'est les Indiens d'Argentine, et Ruben, qui est quelqu'un qui a été sauvé des salles de torture de la dictature d'Argentine. Et au fil de l'histoire, ils vont se rencontrer? Voilà, ils vont se rencontrer au cours d'une enquête, parce que chacun cherche une personne qu'il connaît. Donc Jana recherche un travesti qui était à peu près son seul ami, qui a disparu sur les quais de Buenos Aires. Et Ruben est un espèce d'enquêteur, on va dire, de flic sans en être un. Et donc il fait des enquêtes aussi, et ils vont se rencontrer au cours de cette enquête. Et le deuxième, c'est L'Invisible de Robert Poby. Oui, Robert Poby, c'est un auteur canadien, c'est son premier roman. Et lui, il nous entraîne dans une ville qui est ravagée par un ouragan et où se déroulent des meurtres successifs et assez violents. Là, on monte d'un degré au niveau de la peur. Alors au niveau de la peur, oui, et de l'inquiétude, c'est vrai qu'on est oppressé par l'atmosphère de l'ouragan et en même temps de ces cadavres successifs qu'on retrouve et qui sont dans un état assez avancé, on va dire, puisqu'ils sont complètement déchiquetés. Et Jake Cole, qui est le héros de ce livre, a un don inégalable pour décrypter les scènes de crime. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à lui. Et plus le livre avance, plus les choses se resserrent autour de lui. Donc on a envie de savoir ce qui va se passer. Merci beaucoup Odile. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur le net et ça nous fait très plaisir. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du MAG. Salut à tous!